Votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Georges Hugeux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes le patron de la banque d'affaires Galileo Global Advisors et ancien vice-président de la bourse de New York. Vous êtes là parce que vous publiez Wall Street à l'assaut de la démocratie, comment les marchés financiers exacerbent les inégalités. C'est chez Odile Jacob, livre qui sort aujourd'hui. Donc voilà, merci d'être là. Plus que jamais, la planète finance est déconnectée de la réalité. Mais ces propos-là, on aurait pu les tenir il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Mais on est en train de tirer le ressort de plus en plus. C'est votre sentiment ? Vous avez tout à fait raison. Et c'est en fait ce qui me paraît extrêmement difficile à comprendre. Si on fait un très petit retour en arrière, d'accord ? On a la crise financière. 2008, on revient à 2008. Ouais. On envoie de l'argent, 700 millions de dollars, ou 700 milliards de dollars pour essayer de sauver les meubles, etc. On empêche les banques de tomber en faillite, c'est terminé. Puis on fait un QI, que 1, puis 2, puis 3, et puis maintenant on en fait une tranche. Le résultat des courses, c'est que vous avez un endettement qui file, mais surtout un bilan des banques centrales qui est devenu absolument insensé. Mais si elle ne l'avait pas fait, si au moment de Lehman, elle n'avait pas fait ça, si au moment de la crise pandémique et de la crise sanitaire, elle n'avait pas ouvert les robinets, on aurait vécu une dépression. À la crise sanitaire, ce serait ajouté une dépression, encore une fois, encore plus importante. Encore une fois, le pouvoir d'achat en France est monté l'an dernier, a progressé, alors que la croissance a baissé de 8%. C'est grâce, encore une fois, aux politiques publiques, budgétaires, les États qui ont fait le job, et les banques centrales. Est-ce qu'ils pouvaient faire autrement ? En temps de crise, est-ce qu'on a le choix autre que celui d'arroser pour éteindre l'incendie ? Peut-être après, la question, c'est savoir, quand tout va bien, est-ce qu'il faut continuer à faire des QE ? On avait déjà continué là où il ne fallait pas en faire. Par contre, l'intervention que l'on a eue au mois de mars était extrêmement importante. Il y a une chose qui me paraît très surprenante, c'est en tout cas au niveau des États-Unis, on baisse les taux de telle manière que les gens ne veulent plus d'obligations et on lance 3 trillions de dollars, 3 000 milliards, dans la nature en 6 semaines. Et on espère que ça va aller dans l'économie. La réalité, c'est qu'il y a la moitié qui finalement est arrivée dans l'économie, mais il y a la moitié qui est allée en bourse. Il y a un problème qu'on appelle la transmission monétaire. La transmission monétaire, elle doit se faire, je dirais, un peu comme un Baxter, hein, c'est par petites gouttes. Ça ne sert à rien d'envoyer tout le Baxter d'un coup sec. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le résultat... Ce sont toutes les banques centrales de la planète. Toutes les banques centrales de la planète. On est au niveau de l'augmentation de l'endettement, donc tout l'aspect fiscal, c'est 16 trillions. Et la part des banques centrales, c'est 9. Mais vous écoutez, elles auraient dû laisser faire les banques centrales, non pas en faire autant. Elles auraient dû travailler de manière plus prudente. On aurait mis le premier trillion sur le marché. On aurait vu comment il parvenait à entrer dans l'économie. On n'aurait peut-être pas eu besoin du deuxième et du troisième. Mais ça, c'est a posteriori, c'est ex post, exempté au moment où les choses arrivent. Oui, mais la panique est telle, enfin, il faut se remettre dans le contexte. Je me souviens du contexte, croyez-moi. Ça ne justifiera jamais les montants qu'on a mis. On a mis trop d'argent, trop de liquidités. Beaucoup trop et trop vite. Dans cette crise. Oui. Et le résultat, sachant que le budgétaire et le monétaire sont liés. C'est là où vous l'expliquez très bien dans le livre. Absolument. Et qu'il y a finalement maintenant des vases communicants. Et un des exemples dont je parle et qui est important, c'est que au moment où on a mis cet argent-là, il a fallu quand même trouver des gens pour prendre des obligations. Et les obligations qui ont été émises par le gouvernement américain, traditionnellement, pour 35%, se retrouvaient dans les mains étrangères. Ce qui s'est passé, c'est que le stock des mains étrangères est descendu à 25%. Et la différence a été prise par les banques centrales. Ce qui veut donc dire que l'on est maintenant dans une situation où, et je parle du fait, pas du tout des intentions, une bonne partie de ce qu'on a fait en mars et qu'on continue à faire maintenant, parce qu'on a quand même continué depuis des mois, tout s'est retrouvé en bourse, ce qui veut dire que fondamentalement, l'action publique sert à une partie de la population, c'est-à-dire fondamentalement à ceux qui détiennent des actions. Mais, Georges, beaucoup d'experts en conviennent, les États ont eu raison de payer cette facture économique de la crise. En France, mais il y a eu ça aussi à l'étranger, le chômage partiel, les aides aux entreprises. Pour vous, voilà, tout ça a été financé par la création monétaire et donc par les banques centrales. Mais il fallait payer la facture, ça a été fait. Heureusement, d'ailleurs, encore une fois, on aurait vécu une dépression encore bien pire. Hein. Je suis tout à fait d'accord et je ne nie absolument pas la nécessité d'une intervention. Je pose la question de l'importance du montant et de la rapidité de l'injection qui, dans un système où on ne pouvait pas le faire par la transmission monétaire, allait inévitablement aller dans les marchés. Et donc là, il y a eu une erreur qui a été commise et une erreur d'appréciation
Parce que vous vous souviendrez, quand la crise a commencé, tout le monde a dit que ça va être une crise en V. À la fin de l'année, tout ça s'est terminé. On a très très mal jugé la situation. On a utilisé toutes les cartouches et maintenant on doit encore utiliser des cartouches supplémentaires au-delà de celles qu'on a utilisées. Et on commence seulement à se dire qu'on va peut-être réduire le montant des obligations qui sont achetées. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 15 mois? Il n'y avait aucune raison. C'est que c'est compliqué quand on ouvre le robinet de le refermer rapidement au risque de provoquer une crise financière parce que, et vous avez raison, l'endettement a gonflé partout. Absolument. Mais pas seulement pendant la crise, mais même avant. Et c'est ça le sujet de fond, j'y reviens aussi, c'est en temps de crise, encore une fois, faire feu de tout bois de manière budgétaire et monétaire, ça peut s'entendre, peut-être trop, mais c'est en période de temps calme que les politiques monétaires doivent de nouveau avoir des marges de manœuvre et des munitions. C'est peut-être ça le problème. Tout à fait. Et l'image que j'utilise, qui est simplement un fait, on a en 3 semaines dépensé tout ce qu'on a dépensé dans les quantitative easing de 10 ans. Ah ouais, ça calme ça. Et là, il faut quand même poser quelques questions. On l'a fait en tranches. Q1, Q2, Q3, en essayant de le moduler. Ici, on s'est dit, on sort tout. Et en plus, j'ajoute que la baisse des taux d'intérêt faisait que les obligations ne rapportant plus rien. On était, à ce moment-là, à 25 points de base pour des obligations à 10 ans. La conséquence de tout ce qu'on a fait, Georges Jugeux, tout ce qui a été fait par les banques centrales et les États, la conséquence, c'est qu'elle est double. Les actifs financiers, notamment l'immobilier et les actions, valent très cher, ça on en parlera après. Et on a créé cette dette. La contrepartie de cette création monétaire, c'est de la dette Covid qui a permis encore une fois aux États de faire tout ce qu'ils ont fait. Oui. Mais cette dette, elle est entre les mains des banques centrales. Je pense notamment à la BCE, parce qu'on est, parlons de la France, et soyons un peu ethnocentrés, ou de l'Europe, de la zone euro. Cette dette Covid est entre les mains de la BCE, donc il n'y a pas besoin de la rembourser. Ah, mais je ne parle pas de la rembourser. Non, mais cette dette Covid contractée, ces 20 points de PIB, finalement, ne sont pas problématiques. Ce n'est pas le montant. Parce que l'envolée de la dette vous pose un problème à vous aussi. Le problème de la dette, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, elle a atteint un niveau, et c'est ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que quand on a ajouté 4 trillions de dettes aux États-Unis, c'était à un moment où les États-Unis avaient déjà pris 10 trillions depuis la crise précédente. Et vous avez parfaitement raison, c'est là que le problème se pose, c'est qu'il faut pouvoir avoir des mesures dont on peut sortir. Il n'y a pas de sortie de stratégie des banques centrales aujourd'hui. C'est impossible. S'ils mettaient une partie des montants qu'ils ont, vous auriez à ce moment-là une même en fermant le robinet, on comprend que la Fed va fermer le robinet tout doucement. Alors, fermer le robinet, ça veut dire ne pas en racheter plus. Ouais. D'accord? Ouais. Nous ne sommes pas encore au stade où on va diminuer. Mais il y a un deuxième élément de la politique monétaire. On se souvient d'ailleurs, pendant que je coupe, qu'au moment où, en 2018, la Fed a voulu diminuer la taille de son bilan, on s'est pris, on est fin 2018, c'est ça? Oui. Et on se prend moins 20 sur le Nasdaq. Enfin, je parle sous votre contrôle. Hein. C'est pas grave. Hein. À partir du moment où l'indice boursier a pris 400% depuis la crise financière, qu'il en perde 20, que vous perdiez 20 ou 30 ou 40%, c'est pas un drame. Hein. Ouais. Le problème, c'est vraiment cet élément-là, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons aussi avec la deuxième épée de Damoclès, qui est évidemment qu'au niveau où les actions se trouvent pour le moment, contrairement à ce qu'on a dit, on était à 40 fois les bénéfices pendant la période quand il n'y avait pas de bénéfices. Maintenant qu'il y a des bénéfices, on est à 35. La moyenne, c'est 15. Parce qu'à partir de ce moment-là, et il y a une statistique qui est sortie, qui est intéressante, 41% des actifs des ménages américains sont des actions. Plus important que l'immobilier. Donc, le chiffre me paraît fou. 41% des actifs américains, c'est de la bourse. Des actifs financiers. D'actifs financiers, financiers. Oui. Non, ça comprend l'immobilier. Ah, donc c'est actif. Donc, l'immobilier fait environ 33-34%, et 41% sont des actions, je ne dis même pas des actifs financiers. Et puis, il y a des obligations, des dépôts, etc. Et donc, si vous ajoutez tout ça, vous vous rendez compte qu'on va créer de toutes pièces, quand le marché va se corriger, parce qu'il va se corriger à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Ça fait longtemps, Georges Jugeux, moi je vous suis, je vous écoute, je vous lis même, vous avez un blog sur Le Monde, je vous lis évidemment fidèlement. Vous annoncez cette correction depuis longtemps, elle arrivera un jour. Vous aurez raison. Mais pour l'instant, ça monte pour ceux qui ont des portefeuilles, qui nous regardent, boursiers, financiers, qui gèrent leur épargne. Ils ont très bien si vous écoutez, ils seraient passés à côté des opportunités. Hein. Ah, tout à fait. Et je suis passé à côté des opportunités parce que j'ai cette faiblesse de faire ce que je pense et de penser ce que je fais. Ouais. Donc, en faisant ça... D'aligner les paroles et les actes. Voilà. Mais la réalité, c'est que maintenant, de toute façon, je dirais qu'il y a
quand on parle des inégalités, donc il y a le phénomène de la bourse, mais il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a derrière le fonctionnement des entreprises également toute une série de mécanismes qui suivent ce que j'appellerais la théorie de Chicago de 1970, Milton Friedman, etc., tout pour l'actionnaire. Et maintenant, il est temps de rétablir entre le capital et l'emploi quand même un certain équilibre. Dans cette crise sanitaire, le contribuable, vous le dites, vous l'écrivez, est venu au secours des actionnaires. Et pour vous, c'est problématique. Il me semble que ce n'est pas avec l'argent public que l'on doit pomper chez le particulier. Vous savez que nous sommes dans une situation où, dans l'OCDE, nous avons 50% des revenus de l'État qui viennent de la TVA et de la consommation, 25 à 30% qui vient des salaires, et les entreprises, c'est 9%. Et tout est construit de telle manière, et à ce moment-là, je ne m'étonne plus que vous ayez... La croissance des bénéfices des entreprises américaines a baissé depuis 10 ans. L'indice boursier s'est multiplié par 4. Moi, j'essaie de comprendre. Et tout ça tient jusqu'à quand, alors? Donc, à vous écouter, une correction est inévitable sur les marchés financiers, mais vous l'annoncez depuis très longtemps. Mais il y a longtemps que je le dis, donc je n'ose plus le dire. Mais il y a un autre facteur qui joue, par exemple, et qui joue en Europe également. Pourquoi est-ce que les entreprises rachètent leurs actions? Pourquoi est-ce qu'elles se fragilisent? Ce que font les Américains aussi. Hein. Oui, tout le monde le fait. Bien sûr, absolument. Et je pose la question. C'est pour le cours de bourse. Et alors, si vous voulez boucler la boucle, vous vous rendez compte que la rémunération des chefs d'entreprise est basée sur le cours de bourse et pas sur la performance de moins en moins avec les pratiques ESG, on entend beaucoup de patrons dire une rémunération, elle est sur des objectifs environnementaux, sociaux, de gouvernance. Il n'y a pas un petit changement là qui est en cours? Alors, il y a ce qu'on appelle les KPI, sont effectivement dans cette rémunération qui est la rémunération bonus salaire. Mais n'oubliez pas qu'ils vivent sur les actions de leur propre entreprise. Et les stock options, ils fonctionnent en fonction du cours de bourse. Ils ne fonctionnent... Et pas en fonction de la performance intrinsèque de l'entreprise. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tout le monde court dans le même sens. Et c'est pour ça que le système tient. Mais la question que je pose, et pour moi elle est fondamentale, est-ce qu'il n'est pas, le moment n'est pas venu maintenant de poser la question, nous rendant compte de ce qu'on a créé comme déséquilibre dans les 18 derniers mois, au-dessus de déséquilibres qui existaient avant, de retourner à la case départ et de se dire, bon, maintenant, quel est le système avec lequel nous voulons vivre? Et surtout l'Europe. Parce que le système aux États-Unis n'a pas. Il a fait beaucoup de riches, mais il n'a pas, en termes d'inégalité, résolu beaucoup de problèmes. Donc, les États-Unis sont le pays où il y a le plus d'inégalités, encore une fois. Absolument. Patrimonial, salarial, c'est... Absolument. Et c'est pour ça que je dis que toute cette théorie que nous avons, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Américains sont arrivés dans les années 70 en Europe. Et puis à partir de ce moment-là, ils ont commencé à investir en Europe et donc ils ont fait suivre leur idéologie. Personne n'a dit non. Maintenant, l'Europe doit se remettre autour de la table et dire oui, mais enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut corriger. Et c'est le but du livre. Ce n'est pas de dire les systèmes sont mauvais, il faut sortir des bourses, ça c'est du populisme. Moi, ce dont je parle, c'est de l'humanisme. C'est un capitalisme social et solidaire, c'est ça que vous défendez. Exactement. Et est-ce qu'il est vraiment possible? Est-ce qu'on en prend le chemin? Moi, je vous dis qu'encore une fois, je vois de plus en plus d'entreprises qui ont des objectifs extra-financiers. On parle de RSE, de ESG, d'ISR, pardon pour les acronymes. Mais voilà, on parle de tout ce qui est, encore une fois, responsable. On voit que tous les capitaux qui s'investissent aujourd'hui sont dans des boîtes qui sont plus vertueuses. Les fonds qui collectent le plus sont des fonds qui sont ESG, environnement, social, gouvernance. Ça ne met pas un peu de chaleur dans votre cœur? C'est pas une lumière? C'est pas une lumière. Et comme je le mets, comme je l'écris dans mon livre, je dis, il y a pour le moment une série de choses extrêmement importantes, positives, qui ont lieu. La réforme fiscale qui est occupée à se discuter est extrêmement importante parce que... Aux États-Unis? Non, dans le monde. Ah, vous parlez sur la taxation des géants du numérique? Entre autres. Et le minimum de 20%, etc. Ouais. Il ne faut quand même pas oublier que pendant toute cette période-là, on a diminué le taux de l'emprunt des sociétés de 75%. Le taux de l'emprunt, le taux d'impôt sur les sociétés. Le taux d'impôt des sociétés. Ouais. De 75%. Donc, il faut retrouver... Parce qu'il y a cette concurrence fiscale entre les États. Mais c'est précisément là que cet accord fiscal devient important. La deuxième chose, kudo à l'Europe, c'est l'Europe qui a bougé le ESG, c'est elle qui fait bouger la réflexion, et l'Europe doit rester là. Elle est en avance, elle est beaucoup plus prête à se décarboner, et surtout, et c'est important, il y a un pushback aux États-Unis, parce que Mnuchin, qui était le secrétaire au Trésor des Américains, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit, les fonds fédéraux ne peuvent surtout pas s'occuper de l'ESG.
Très bien. Parce que c'était sous l'époque Trump. Maintenant, c'est terminé. Mais nous avons en Europe réussi à construire quelque chose qui est infiniment... Et le troisième élément, c'est le commencement de la diminution, donc des interventions des banques centrales. Ça, et vous ajoutez un certain nombre d'autres facteurs qui commencent à intervenir, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut surtout que l'Europe s'accroche par rapport à ces valeurs-là et qu'elle continue cette politique. Et je crois qu'elle en a l'opportunité, mais il faudra se mettre un petit peu d'accord. Et le problème du changement climatique qui est extraordinairement compliqué à gérer, la transition énergétique passe par un accord sur ce qu'on veut faire et on n'y est pas. Absolument. Wall Street à l'assaut de la démocratie. En quoi Wall Street met en péril, encore une fois, la démocratie? À partir du moment où vous construisez un système à travers les marchés de capitaux, à travers la croissance des indices et de la richesse. Qui produit des inégalités. Des inégalités, il n'y a plus de démocratie. Eleanor Enfin, il y avait Roosevelt, 1947. Ouais, allez-y, pardon, je n'ai pas compris. Eleanor Roosevelt, ouais. 1947. Et donc, la femme du président des États-Unis disait ça en 1947. Il n'y a pas de démocratie sans égalité. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on comprenne. Le problème, c'est que le citoyen ne peut pas réagir parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas. Il sait que ça ne marche pas. Enfin, vous l'entendez tout le temps. Ce n'est pas un système pour nous, nous ne sommes pas impliqués, ça ne va de toute façon, quelles que soient les mesures qu'on prend, ça ne va pas nous impacter, ça ne va pas être bon, etc. Vous entendez ce discours-là. Il faut absolument que l'information passe, il faut que l'éducation passe. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer dans l'action de tous les agents économiques, encore une fois, les marchés, les banques centrales, les pouvoirs publics? Qu'est-ce qui doit changer? Si nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de démocratie dans un système inégalitaire, nous avons les moyens de réduire les inégalités. Et c'est cette mentalité-là, ce changement de mentalité, qui, s'il a lieu, va permettre de faire un certain nombre de choses. Et ça commence à se faire. Je peux vous dire qu'aux États-Unis et en Europe, il y a maintenant des publications, des analyses qui montrent extrêmement clairement que c'est vers là qu'il faut aller. Qu'est-ce que vous demandez aux banques centrales, concrètement? Sans qu'il y ait un bain de sang, sans que tout ça se termine dans un bain de sang, et après la crise sanitaire, qu'on ait une crise financière. Absolument. Bon, la première chose qui est évidente, et ils y vont tout doucement, c'est de ne pas en acheter plus, pas acheter plus d'actifs, mais je suis absolument convaincu, en tout cas en Europe, que si vous augmentiez les taux d'intérêt de telle manière qu'il y ait un minimum de taux d'intérêt positif, tout le monde se porterait mieux parce que c'est une vue de l'esprit de croire que simplement la hausse des taux d'intérêt va démolir l'économie. Donc vous appelez une hausse des taux d'intérêt, mais modérée. Oui, mais vous savez pourquoi je le dis? Parce que la baisse des taux d'intérêt qu'on a faite n'a pas augmenté l'économie non plus. Parce qu'à un niveau de 0, 1,5% ou 1%, il y a une insensibilité de l'économie aux autres. Pour un chef d'entreprise qui doit financer un investissement, si c'est à 1,50 ou à 2%, vous comprenez bien, ce n'est pas le taux d'intérêt qui va l'amener à décider oui ou non. Ouais. Et donc voilà. Non mais, encore une fois, on tire sur le ressort. Pour l'instant, il tient. Ouais. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait la sagesse, et là je suis dans l'utopie complète et dans l'idéalisme, j'aimerais beaucoup qu'on essaye de détendre rapidement les éléments du ressort, précisément pour qu'ils n'écalent pas. Parce que maintenant qu'on est à 60 trillions de dettes publiques, maintenant qu'on est à 260 trillions de dettes mondiales, maintenant que les banques centrales ont 50 trillions d'actifs, c'est pas une petite... l'ouverture de la boîte de Pandore, ça se gère en trillions et ce sera catastrophique, et principalement d'abord, comme toujours, pour ceux qui n'ont rien. Ouais. En tout cas, pour vous, et on finit là-dessus, le cours des actions aujourd'hui ne reflète plus, et depuis très longtemps, la vraie valeur intrinsèque des entreprises. J'ai envie de dire pourquoi pas pour Tesla, et encore, c'est un pari sur très long terme, mais il y a plein de boîtes, encore une fois, qui ne sont pas survalorisées non plus. Hein. Il y en a qui ne sont pas survalorisées, mais je vous donne simplement le chose. Le price earning, vous le connaissez, le price earning du S&P 500, c'est 35 fois. 35. La moyenne annuelle 15. Enfin, historique. Historique, c'est 15. Bon, voilà. En tout cas, il faut lire Wall Street à l'assaut de la démocratie. Comment les marchés financiers accroissent les inégalités. C'est chez Odile Jacob et c'est signé Georges Hugeux, patron de la banque d'affaires Galileo Global Advisors et ancien vice-président de la Bourse de New York. Merci. Avec plaisir. Au revoir.